Ce, ce zombie, eh bien, d'où sort-il? Au commencement, le signifiant zombie désignait au Bénin et plus au sud en Afrique un esprit errant ou un revenant. Mais c'est avec la pratique vaudou qu'il prend une signification nouvelle, notamment en Haïti, où, en écho à la période de la traite négrière, le zombie désigne le destin d'un vivant réduit à l'état d'esclave. Il est la victime d'un sorcier qui, commandité par un tiers, transforme une femme ou un homme en mort-vivant. Le sorcier apparaît alors comme un personnage indissociable du zombie, son créateur, celui qui ôte quelque chose de la vie, mais ne donne pas complètement la mort. Il extrait un individu de son existence et du groupe. Une fois que sa victime a été droguée, elle est ensuite enterrée au cours d'une cérémonie de zombification. Elle est alors ramenée à la vie par le sorcier au cours d'un rituel pour être réduite en esclavage et servir de main-d'œuvre gratuite dans diverses plantations, notamment les champs de canne à sucre. Le zombie est considéré comme ressuscité car les puissantes drogues utilisées par le sorcier plongent la victime dans un état de léthargie imitant la mort et annihilant toute volonté, tout désir, tout élan vital, toute manifestation, quelle qu'elle soit, chez le zombie, qui ne fait alors plus qu'obéir aux seules injonctions du sorcier jusqu'au jour de sa mort effective. Le zombie a donc à l'origine une fonction sociale et une place précise qui dépendent d'un discours dont il apparaît être un produit. C'est le cas aussi en psychiatrie où certains traitements, tant chirurgicaux que chimiques, peuvent parfois encore, chez certains sujets, avoir des effets de sédation importantes, réduisant parfois phénomènes élémentaires et délires au silence, en même temps que toute possibilité de subjectivation par le sujet de son rapport au réel. Lorsqu'il est repris dans la littérature horrifique et le cinéma de genre, le zombie perd son sorcier. En effet, il est alors réduit à un mort ressuscité et non plus à un être humain réduit à l'état d'esclave. La différence est de taille, elle concerne la production d'inquiétantes étrangetés dans le fait qu'est suscitée une incertitude intellectuelle quant à savoir si quelque chose est animé ou inanimé, et que l'inanimé pousse trop loin sa ressemblance avec le vivant. Vous trouverez cette citation chez Freud dans Das Unheimliche. Le zombie dont s'inspirent les films de George Romero, la série The Walking Dead ou ceux de John Landis qui a réalisé le clip Thriller de Michael Jackson, est donc celui de la croyance populaire, débarrassé d'artifices, de sorciers et autres rituels. Que reste-t-il alors du zombie? Il en reste justement une exhibition, à la fois du mort et du vivant, figée à une frontière, ainsi que la perte de toute place ou fonction sociale, si ce n'est de produire de l'effroi, dans un premier temps, c'est-à-dire des années 60 jusqu'au milieu des années 80. Durant cette période, le zombie y apparaît multiple, toujours à plusieurs donc, mais sans faire foule, sans être lié à ses congénères. David, je t'interromps, en fait, ton PowerPoint ne défile pas. Je sais pas si c'est normal. Oui, c'est normal. D'accord. Oui. Véritable horde dispersée, le zombie semble évoluer par lui-même et pour lui-même. Des êtres isolés les uns des autres, à la proximité uniquement géographique. Voilà l'autre aspect important. Là où dans la tradition vaudou, les zombies ont un maître et lui obéissent, ici, ils n'en ont plus. Affranchis de ce dernier, ils ne sont plus esclaves, mais morts-vivants déchaînés, désormais errants.
C'est sans doute ce qui participe à la peur que provoque le zombie. Il y a quelque chose de la sauvagerie chez ce personnage, une sauvagerie que seule une mort effective semble pouvoir arrêter. Mais qu'est-ce qu'une mort effective pour un être mi-mort, mi-vivant? Car apparaît là la dimension mécanique de l'existence du zombie, dont la quête est unique, dans son errance, un seul but, dévorer, pas n'importe quoi, les vivants du zombie, une existence réduite à marcher parmi les vivants pour les dévorer et, à l'occasion, créer d'autres zombies, uniquement ceux qui de la morsure survivent. Ceci est porté à l'écran et produit de la peur et trouve une fonction et une place grâce au cinéma de George Romero, qui va l'utiliser pour dénoncer les errements de la société occidentale par 3 fois. D'abord, et malgré lui, dans La Nuit des morts vivants, en 1968, où les zombies sont l'occasion de mettre en lumière un puritanisme hypocrite des États-Unis, un racisme structurel et une violence intrinsèque. En 1978, les zombies servent à nouveau cette fois de les premières thématiques et s'enrichissent d'une critique de l'American Way of Life et notamment les dérives d'une société ultra-consumériste et ultra-libérale. En 1985, il récidive et ajoute une critique du danger, des errements de la science, de la dictature militaire et de la vacuité de l'histoire de l'humanité. Ces films mettent également en lumière la grande précarité des organisations humaines qui, au cours d'une pandémie, éventuellement zombie, s'écroulent comme un château de cartes. En réalité, ce zombie-là ne désigne pas tant les personnages atroces de ces films, mais bien ce qui en donne le là, un signifiant maître qui dicte un monde zombie. Car ce que désigne également ce signifiant, c'est un monde post-apocalyptique, un monde tel que nous ne le connaissons pas et qui pourtant nous évoque quelque chose, un monde tronqué de son quotidien et des habitudes, et dont l'ordre symbolique est résolument différent, ne ressemble plus à celui que l'on connaissait. C'est un monde dont on ne reconnaît plus le ronron rassurant, fût-il celui de la guerre, des trahisons et de la haine. C'est aussi à d'autres moments celui de l'amour, des ententes et de la paix. Heureusement, c'est du cinéma. Bien entendu, il y a une foule de films de genre zombie qui ne dénoncent pas particulièrement quelque chose, qui ne délivrent pas d'autre message que la vente des places de cinéma ou des supports vidéo. Mais ceux de Romero sont les premiers à user du zombie comme alibi à une critique des sociétés occidentales. En cela, il y fait apparaître le zombie comme un personnage particulièrement subversif, au même titre que les sorcières, les vampires, les fantômes ou encore les monstres. Il en a donc un usage politique. En effet, s'il est effrayant, pour les vivants, le zombie est aussi le cauchemar du capitalisme. Il ne travaille pas, ne produit rien, ne dort jamais, est infatigable et même increvable, n'a aucun besoin ni aucun désir. Il vient hanter les supermarchés, les grands centres commerciaux, erre dans les villes, dans les boutiques, les restaurants, les bars, partout où il allait de son vivant, mais n'y est plus qu'errance, sans rien consommer. Il a peut-être été, on le suppose, un travailleur et un consommateur acharné et un jouisseur de sa vie, du temps sans doute où il parlait et où il s'inscrivait dans des discours. Désormais, il en est un envers, il est zombie tel l'ombre du par-l'être tombé sur le monde. Mais il est surtout effrayant pour les vivants, puisqu'il n'a qu'un but, le zombie, celui de la pulsion qui l'anime, qui semble l'animer,
quelque chose qui le fait marcher inexorablement, dévorer insatiablement. Tiens, comme un consommateur avide, insatiable et éternellement insatisfait. Et puis, il est important de le préciser, le zombie avec sa mort dépassée renvoie à la déchéance du corps, les effets du réel de la mort sur le corps. Un corps alors déserté, sans vie, un corps qui n'est plus vécu et qui n'est plus parlé. En effet, le zombie ne parle pas, il ne communique pas non plus, il est réduit à une condition pas même animale, tout juste mécanique, quasi végétative. Cela signifie-t-il que le zombie n'a pas de conscience et qu'il ne sait pas qu'il tue pour se nourrir? On ne le sait pas, rien ne l'indique, mais l'on peut supposer que si le langage l'a abandonné, alors il ne pense plus, ne prend plus de décision, ne désire plus, ne peut plus rien, si ce n'est continuer à exister. Et avec la disparition de son maître, sorcier, disparaît également l'origine du zombie. En effet, elle ne semble pas importante, hormis lorsqu'elle est le fruit d'une contamination, comme toute pandémie, car on ne sait pas d'où viennent les zombies, à quelque exception près. Ils sont toujours déjà là dans les récits et autres films du genre. On trouve cependant en bonne place le concours de la science, qui cherche à rendre l'homme immortel. Ça, ce n'est pas de la fiction. Ou bien des explications spirituelles et prédictions religieuses plus ou moins apocalyptiques. Dans le Zombie de 1978, Romero fait énoncer à un de ses héros, un des personnages, l'hypothèse de Feu, son grand-père, qui lui disait enfant, quand il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Et dans l'opus de 1985, c'est une punition divine à l'inspiration vaudou qui vaut la pandémie zombie. Alors, la peine semble être lourde pour les vivants, devoir lutter pour leur survie et contempler les effets d'une éternité d'errance sans fin, chez ces affamés cannibales. Le zombie semble en quelque sorte être le signe de la mort de la mort. Avec lui, le symbolique s'effondre et il laisse apparaître un réel à ciel ouvert. En effet, son corps obscène, décharné, en état de décomposition, véritable déchet mouvant, apparaît aussi peu incarné que sexuel. Il est d'ailleurs notable de constater cette double disparition. La mort comme la sexualité sont exclus du champ du zombie. En somme, l'obscénité est peut-être là mise au jour pour les vivants, débarrassés du langage et de sexualité, de finitude, et donc de toute subjectivité. Le zombie n'est divisé par rien. Une seule chose l'anime, quelque chose de primaire, instinctif peut-être. Lacan, en 1972, dans sa conférence à Louvain, questionnait ce rapport à la mort. Il énonçait, je cite, « La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr, ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. » Ce que produit le zombie chez le spectateur, c'est peut-être aussi cette peur, ce moment de vacillement, de doute, un frisson qui parcourt cette certitude. Et pour les personnages qui ont affaire aux zombies, ces héros post-apocalypse, cela les plonge dans un univers désespérant, un univers sans foi, sans loi, où ils sont condamnés à errer, exactement comme les zombies, pour assurer leur subsistance, comme les zombies, et leur survie. Les zombies ayant eu
une longueur d'avance, ils n'ont rien à perdre, pas même la vie, pas même la mort. À la fois fascinant et effrayant, le zombie réalise-t-il le rêve de l'être humain? Plus d'angoisse, ni devant l'énigme du sexuel, ni devant l'énigme de la vie, et donc de la mort. Plus de division par le langage. Mais le tribut payé est lourd. Alors heureusement, ce n'est qu'un personnage imaginaire, encore que nombreux sont ces êtres désincarnés, errant dans des rues, dans des centres commerciaux, absents à eux-mêmes comme au monde, avançant sans but ni espoir, ne croyant peut-être même plus à la délivrance d'une mort pourtant inéluctable. C'est cette question que fait également surgir le personnage du zombie. Notre rapport à l'énigme de la mort, et donc à un savoir impossible, si ce n'est par la fiction. Le zombie en est une réponse, à la fois rêve et cauchemar. Rêve puisqu'il donne l'illusion que quelque chose peut subsister de l'être après trépas. Il est tentative de figurer quelque chose là où il n'y a aucune représentation. Cauchemar parce que ce qui reste n'est pas de l'ordre du vivant. Là s'inscrit le zombie, dans cet entre-deux signifiant ni et ni mort ni vivant et ni mort ni vivant, c'est-à-dire ni aliéné ni séparé d'aucun signifiant. Il est zombie, qui n'a pas d'autre destin que de dupliquer à l'infini, non pas lui-même, mais ce qui l'anime. Une seule pulsion qui ne ferait que se répéter, se dupliquer, jusqu'à l'envahissement, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre, rien que des zombies. Une mécanique mortelle, en fait non, mais bien huilée, dans laquelle le zombie échappe au temps qui passe et à tout ce qui peut faire une vie. Les relations amicales, amoureuses, les tracas du quotidien, les impôts, les séances chez le psy, les courses, les médias, le confinement, les exemples ne manquent pas. Le zombie ne se soucie même pas de son image, ce qui amène à poser la question, le zombie a-t-il un corps? Pour la psychanalyse, avoir un corps ne va pas de soi, car si la biologie de ce dernier est incontestable, en revanche, la manière dont il est habité, incarné par un sujet, est ce qui peut faire repère de sa présence au monde ou de son absence. Cette incarnation a notamment à voir avec le langage, et spécialement la manière dont des signifiants ont impacté le corps, pas tout le corps, mais suffisamment pour qu'il vienne à faire habitat pour son possesseur, car un corps, on l'a, on ne l'est à aucun degré, et on l'a parce qu'à l'occasion, on en jouit. Le zombie, lui, du fait de son absence de langage ou de parole, rend compte également de son absence de lieu, de son corps. C'est-à-dire que le corps biologique ne suffit pas pour être avec les autres, il y faut autre chose. Un discours peut aider, le langage assurément, la parole quand on est humain parmi les humains. Tout ce que le zombie n'a pas, n'a plus, on ne sait pas. Le zombie n'a pas d'histoire, n'a pas de culture, ni de jours de commémoration ou de jours fériés. Il ne prend pas de vacances, ne vient pas en séminaire les samedis matins, ni ne va rencontrer de psy, sauf peut-être pour s'en nourrir, et de manière toujours hasardeuse. Et l'effroi saisit le spectateur, le livrant à son angoisse, vestige caché de sa plus tendre enfance où tout était possible, y compris que l'inanimé s'anime et vienne surprendre les vivants et les emporter. Ou, peu importe, ce ne sera pas dans la mort, mais ce ne sera pas la vie non plus. Voilà peut-être un autre aspect de la subversion du zombie. Il apparaît comme le négatif du vivant plutôt que son contraire. Le contraire du vivant, ce pourrait être la mort, l'absence de vie, voire le néant. En tous les cas, quelque chose de tranché, quelque chose qui permette de la distinction. Avec le zombie, ce qui permet de distinguer la vie de la mort vacille, s'évanouit, avec un retour plus qu'écorné à l'existence. Il y manque quelque chose qui fait le sel de la vie, ce à quoi tient la vie, sans quoi elle ne relève pas du vivant, mais en est une mauvaise imitation. Un double inarticulé,
comme les mannequins des supermarchés ou des ateliers de confection. Ce n'est pas le cas du zombie, car il ne singe pas les vivants. Il présente plutôt ce que sont ces derniers une fois déshabillés de la parole et du langage, sans voile donc, puisque, et finalement nous l'avons déjà avancé, le zombie semble hors symbolique, il semble également hors imaginaire et même hors réel. Il est donc hors nuage. C'est qu'il manque chez le zombie ce qui civilise en premier, ce qui lie les par-lettres les uns aux autres, la parole, un discours dont Lacan donne la définition d'être une sorte de lien social, et qui par l'entremise du langage apprivoise et dompte la pulsion. Cette dernière n'est jamais soumise, puisque comme nous l'indique Freud, il est dans sa nature de connaître divers destins. Or, chez le zombie, il ne semble y en avoir qu'un, la décharge motrice. C'est peut-être cela aussi qui provoque l'effroi. Le zombie n'est concerné ni par le réel, ni par le symbolique, ni par l'imaginaire comme limite. Il échappe à toute loi, à tout impossible, à tout ordre. Là aussi réside une part de son obscénité, comme un en deçà de l'hypothèse freudienne de totem et tabou, un temps mythique en deçà de la loi, d'avant les structures sociales, d'avant la parole comme fondatrice du lien. Car un jour les frères chassés se sont réunis, ont tué et mangé le père, ce qui a mis fin à l'existence de la horde paternelle. Vous trouverez ça dans Totem et Tabou. Le meurtre du père lie les frères entre eux et avec les femmes du clan. Et c'est bien l'entente qui permet de stabiliser la société qu'ils font émerger. La loi les lie entre eux parce que la parole comme acte les lie les uns aux autres. Et qu'est-ce qui lie les zombies entre eux? Et s'ils ne sont pas liés entre eux, qu'est-ce qui leur est commun? Est-ce l'instinct grégaire, la faim, l'errance, la seule pulsion déjà évoquée? Et tout ceci change à partir de 1983. Jusque-là, nous parlions des zombies des années 60. À partir des années 83, avec le thriller de Michael Jackson, le zombie se met à danser. Ce qui, d'une certaine manière, l'humanise, malgré son image repoussante. La découverte de ces zombies dansants a un effet qui est de choquer des millions d'enfants à cette époque. Et l'on voit un zombie, découvre un zombie dénaturé. Il perd cette fois-ci les caractéristiques que nous avons énumérées. Et depuis les années 2000, il apparaît à nouveau réduit en esclavage, voire domestiqué. Il devient burlesque et il peut aussi évoluer et côtoyer les vivants sans les déchiqueter pour s'en nourrir, voire même il peut aimer, il devient même un support comique. Et puis, coup de grâce à la dimension subversive du zombie, on voit le zombie envahir à nouveau les écrans et les rayons de supermarché, mais cette fois sous forme de produits dérivés, en tout genre. Pauvre zombie, qui n'aura pas résisté au discours capitaliste qu'il a tant servi à dénoncer. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi et comment le zombie a-t-il tant changé depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui? Et que cela dit-il de nos sociétés, pas seulement occidentales, mais également asiatiques? Et on ne trouve qu'un seul long métrage moyen-oriental à propos de zombies, un film israélien, sur fond bien sûr de crise israélo-palestinienne, rien que ça. C'est que le zombie sait très bien s'adapter à l'actualité et à la géographie où il évolue. C'est un personnage hyper adaptable. Il semble pouvoir exister partout, partout où les vivants existent, ce qui est bien pratique. Le zombie serait-il alors le négatif du par-l'être, marionnette horrifique des vivants pour jouer à se faire peur? Car n'oublions tout de même pas que ce personnage est l'invention des vivants, à l'intention des par-l'êtres
eux-mêmes, précisément, c'est-à-dire les seuls qui, dans l'ordre du vivant, croient à la mort et croient à la castration. À la fois fascinant et repoussant, le zombie suscite un regain d'intérêt. Il permet en effet aux personnages vivants qui les croisent de les détruire sans autre forme de procès, sans remords, sans sourciller, sans la moindre once de barbarie. C'est bien en tant qu'humains que les héros, les zombies sont rarement des héros, détruisent ces derniers avec rage, avec hargne, avec haine, avec indifférence. Le zombie fait alors figure d'exutoire, légitimé par sa dangerosité. Alors toutes les manières de se débarrasser du zombie sont justifiées. Là encore, il révèle le pire chez le vivant. Le zombie, lui, hormis depuis le début des années 2000, se sert peu des armes. Il est réduit à un état élémentaire, il n'y a rien à en attendre, rien à en espérer, rien à en faire. Le zombie est là, c'est tout. Pourtant, il commence à vivre de nouvelles aventures et voit son image plus soignée, jusqu'à ce qu'il évolue parmi les vivants, tombe amoureux, se marie. Bref, le zombie n'est plus ce qu'il était. Et surtout, il retrouve la parole. C'est un changement radical. En effet, le zombie se met à parler. Il retrouve donc une pensée et surtout une intention. Est-il alors toujours zombie? Car il avoisine ici la figure du héros immortel. Pourtant, il peut désormais mourir dans une autre acception que celle du biologique. Il ne s'agit donc plus, pour le zombie parlant, de cesser d'exister en tant que mécanique, mais de mourir au même titre que le par-l'être. Et donc de manquer, car il en reste alors insignifiant qui représente le plus intime d'une incarnation, nommé. Le zombie revient donc à l'humaniser, à l'introduire au symbolique. Nommé humanise. En quelques décennies, il est donc devenu bankable et surtout fréquentable. S'il reste friand de chair humaine, il a appris à faire avec les semblants et se retrouve à pouvoir autant parler que réfléchir. Mais que lui est-il arrivé? Que s'est-il passé dans l'intervalle? Le zombie semble s'être civilisé, avoir rejoint le rivage des vivants et tout ce qui fait leur quotidien. Et finalement, sans l'être, le zombie reste mort-vivant. Il singe les vivants, qui s'arrangent de cette présence étonnante. Il en résulte une quantité impressionnante de films, de séries, y compris pour les plus jeunes, dans lesquels le zombie a perdu de son horreur pour être plus admissible, plus sympathique, plus politiquement correct. Les produits dérivés connaissent le même développement et voilà le zombie, acteur principal de la dénonciation du capitalisme, représenté sous toutes les coutures, sur différents types de supports, pour être vendu en supermarché, à disposition des consommateurs bien vivants, des acheteurs potentiels, autrefois effrayés, aujourd'hui gourmands de leurs différentes effigies. Le zombie a-t-il perdu face au discours capitaliste? Tout le monde perd-il face au discours capitaliste? Le zombie est-il redevenu un esclave, voire un simple gadget? Lui qui est un personnage sans satisfaction, qu'il dévore un vivant, si un autre se présente devant lui, il abandonne le premier pour le dévorer le suivant. Il y a donc un illimité chez le zombie qui indique l'insatiable de la pulsion à l'état brut, pulsion primitive de n'être pas civilisé par le langage. Alors, quelle est cette insatiable? Quelle est cette insatisfaction? De quoi procède-t-elle? Et surtout, à quoi renvoie-t-elle dans l'ordre des vivants? On peut déjà noter cette absence d'ordre parmi les zombies, et donc dans cette absence de référence symbolique. Si nous évoquons cette insatiabilité sans limite, nous voyons apparaître l'hypothèse de ce qui envahit le zombie et qui envahit par son truchement le monde, la pulsion, et qui semble n'avoir pas d'autre destin que de proliférer à l'infini, jusqu'à trouver un bord grâce aux vivants. Le zombie ne semble d'ailleurs pas souffrir de la mort,
ou plutôt de la fin de son existence, évidemment, puisque il n'en jouissait pas. Là est peut-être une des clés pour comprendre le passage du zombie subversif au zombie politiquement correct. Le premier était en effet hors langage, mais pas forcément hors jouissance, et cela du fait de sa nature de mort-vivant. C'est l'idée que développe Jacquin Laminaire à propos du séminaire de Lacan concernant la jouissance dans ses rapports avec la vie. Or, chez le zombie de la vie, il n'y en a pas beaucoup, peut-être pas du tout. Cela reste une question ouverte. Est-il mort ou vivant? Là est toute la question. Que le zombie parle et il devient un peu moins inquiétant, peut-être moins réel. Cela tiendrait-il à ce que rappelle Jacquin Laminaire à propos de la jouissance? Je cite, « Lacan pouvait écrire que la jouissance ne se dit jamais qu'entre les lignes, entre les signifiants, ce qui signifie qu'elle ne se dit jamais en propre, que ce qui peut s'en dire la tue. Quelque chose de la jouissance y disparaît. C'est que le signifiant, le mot, mortifie la chose, dénature la jouissance dans ce qu'elle rencontre avec du symbolique, un jouir autre, un jouissance, en deux mots, c'est-à-dire non plus une jouissance illimitée, mais qui est au contraire limitée par du sens. Parfois par le signifiant, surtout. Chez le zombie, point de sens, encore moins signifiant, et lorsqu'il y en a, il se civilise et perd son caractère par trop réel. Si le zombie du cinéma est sans rapport avec le zombie des années 60, si le zombie du vaudou est sans rapport avec le zombie des années 60, ce dernier est sans parenté avec le zombie des années 2000. C'est que ce dernier, parlant, semble avoir quelque chose à risquer que le zombie des années 60 n'a pas, quelque chose de la vie. C'est ce que nous pouvons déduire de ce que nous indique Lacan à propos du concept de survie. Je cite, « Pour ce qu'il en est de l'être parlant, il y a quelque chose qui s'appelle l'acte, et il ne fait pas le moindre doute que le sens, la caractéristique de l'acte en tant que tel, c'est d'exposer sa vie, de la risquer, c'en est strictement la limite. » Ainsi, le zombie n'a donc quelque chose à risquer qu'à partir du moment où il parle. Ce qui est à risquer doit être pris dans les règles du langage qui font de la parole en acte. Par ailleurs, le zombie est bien un signifiant qui a une histoire et qui, à ce titre, semble bien s'être inscrit dans la modernité. Si le zombie n'est plus ce qu'il était, il a par ailleurs trouvé d'autres usages. Il s'est répandu, il a mordu le monde et l'a bien contaminé. Ainsi, on parle en économie d'entreprise zombie, en astronomie d'étoiles ou de comètes zombies, en zoologie de fourmis zombies, ou encore en informatique de machines et de processus zombies. Les exemples ne manquent pas, et démontrent bien que le zombie a réussi sa propagation dans le discours courant. Il existe un lieu privilégié où on le retrouve, c'est la psychiatrie. En effet, le signifiant zombie y a fait une incursion dans la clinique moderne où il a trouvé à se loger dans la parole du sujet, confirmant que les symptômes du par-l'être sont bien ceux de son époque. C'est le cas d'Élise, que j'ai rencontrée au cours d'une de ses hospitalisations et qui annonçait « Je suis un zombie, une morte vivante, se qualifiant désormais de grise. » Le discours péjoratif, pessimiste qu'elle tient va au-delà d'elle-même et témoigne d'un monde qui, il y a peu encore, elle habitait avec une certaine extase, me confie-t-elle. Désormais, elle ne vit plus et n'arrive pas même à mourir, sa tentative de suicide récente ayant été un échec. Elle est catastrophée à l'idée d'être condamnée à cet état pour toujours, hors temps, ni en vie ni morte. Le monde qu'elle connaissait jusque-là s'est évanoui. Alors quel est donc ce changement qui l'a plongée dans un abîme de perplexité et bien vite dans la conviction d'un avenir sans fin et impossible? Et cet ancien monde qui était le sien, de quoi était-il fait?
Ce dont Élise rend compte, c'est que ce monde qu'elle connaissait n'est plus. Et qu'en reste-t-il? Les quelques indices de celui-ci, son mari, ses enfants, sa maison, son travail, qui ont pourtant pour elle perdu toute importance. Tout lui paraît indifférent. Elle dit: je ne me reconnais pas, je ne suis plus celle que j'étais. Tel le monde mis en scène dans lequel les zombies évoluent, un monde que connaissons tous, un monde qui nous est familier, un monde connu. Ce monde-là n'est plus ressemblant. Il est devenu autre, un monde vidé de sa substance qui n'est plus qu'un décor. Il apparaît en tant qu'il est bien réel. C'est le drame que vit Élise. Pour elle, le voile s'est levé sur ce monde, faisant apparaître ce dernier dans toute son horreur. Réel, la laissant étrangère à elle-même, et depuis en lutte, notamment face à des voies et phénomènes élémentaires qui l'envahissent. C'est qu'à l'instar des fictions où le monde se révèle d'emblée à la merci des zombies, le réel que rencontre le sujet à l'occasion déchire à la fois l'image et le texte du par-lettre, et fait apparaître au grand jour ce qui était déjà là, mais tenu, voilé, et résolument, désormais sans point de capiton. Il en résulte ce temps qui devient éternel, cet espace qui se réduit à la seule rencontre du même, à l'infini. Le monde zombie est un monde sans espoir, sans avenir, sans autre lieu ni temps possible que celui de l'absolu. Un temps figé, dont demain est fort clos. Et les héros dans tout ça? Ils ne font précisément que servir ce monde zombie. Véritable épouvantail des films de zombies, ils servent d'appui identificatoire aux spectateurs, dont le regard est happé par l'écran, et dont c'est bien l'instance moïque qui y est convoquée. On peut, je crois, sans peine reconnaître Sa Majesté le Moi, héros de tous les rêves diurnes comme de tous les romans, disait Freud dans La création littéraire et le rêve éveillé. La liste peut sans doute se prolonger aujourd'hui avec les films et séries, car le spectateur est lui aussi à l'abri et n'a à affronter l'enfer des zombies que par procuration et devant l'écran. Ce sont ces fantasmes infantiles qui trouvent à se rejouer, en lui autant que de lui, sur le registre à la fois de l'effroi et de la mort, mais surtout de la menace. Donc si le zombie est sans sexualité, rétif à la mort, c'est que ces deux réels sont peut-être pris en charge ailleurs. Par les héros, un peu. C'est en fait surtout par le spectateur, sous les auspices de la menace, de la castration. Elle y est autant présentifiée dans les corps décharnés des zombies que dans les vivants qui sont attrapés et démembrés avant que d'être dévorés. Il y a là sans doute quelques tentatives de répétition de ce qui a pu à la fois alimenter les peurs et théories infantiles et les fantasmes mortifères et castrateurs. Tentative réussie au regard du succès du genre zombie qui n'invente donc rien mais recycle. Cela fait apparaître le zombie comme un artifice au même titre que n'importe quel motif de destruction de l'humanité. Car c'est bien ce que draine avec lui le zombie, ce qu'il provoque d'affect chez le spectateur concerne directement une capture imaginaire, celle d'un monde où, quoi qu'il advienne, ceux qui parlent survivent, vivent tout court. Car cela parle beaucoup dans les films de zombies, ça parle même énormément. C'est en cela que le zombie n'est qu'un artifice. Autour de lui, les vivants continuent à s'aimer, se haïr, font des bébés, rient, pleurent, chantent, etc. Mais désormais, hors du discours capitaliste. Ce n'est donc pas tant l'humanité qui est visée par le destrudo, mais bien un monde ordonné d'avant les zombies. C'est donc une néo-réalité qui s'annonce avec les zombies, et avec laquelle doivent composer les survivants et les spectateurs. Et le zombie fait désormais partie de la culture populaire. Il a contribué à créer à lui seul un genre nouveau et à s'immiscer jusque dans le discours capitaliste qu'il servait naguère à dénoncer. Il n'a jamais été aussi commun qu'aujourd'hui, et son hyper-adaptabilité témoigne de son origine,
un esclave exploitable au-delà de son trépas. Des entrailles de la terre au club de striptease, du désert californien aux cités françaises, le zombie est un personnage désormais inévitable et surtout devenu très fréquentable. Il figure de condensateur aux affres du par-l'être, à ses angoisses et indicibles, qui ne trouvent pas à se loger ailleurs que dans un imaginaire effroyable et jouissif. Car tout de même, le zombie jouit d'un succès qui n'est plus à démontrer, c'est désormais un signifiant gage de réussite là où il est mis en scène. Mais que représente-t-il? Sinon la mort que chacun pourrait regarder en face, mais sur un écran, de son fauteuil, avec la possibilité de l'interrompre à tout moment. Véritable ubérisation de la mort comme limite imaginaire. Imaginaire seulement, car la mort reste du domaine de l'impensable et de l'irreprésentable. Freud notait dans Notre relation à la mort, personne au fond ne croit à sa propre mort, ou ce qui revient au même, dans l'inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité. Le zombie apparaît alors bien comme une distraction, pour jouer à se faire peur, pour tenter d'imaginariser ce qui relève d'un impossible. Encore que, il y a tout juste un an, une équipe de chercheurs de l'université de Yale réactivait des cellules cérébrales de porcs décédés 4 heures plus tôt, amenant l'humanité au seuil d'une tentative par la science de faire coïncider l'absence de représentation de la mort avec l'absence de la mort. Une confusion qui fait froid dans le dos tant elle ressemble à s'y méprendre à un scénario de film de zombies. Bien évidemment, on est loin des Maccabées qui se lèvent et se mettent à pourchasser et dévorer les vivants, y compris porcins, mais l'on voit poindre le rêve d'immortalité, selon Google par exemple, qui aspire à des interventions sur les corps malades pour en repousser la déchéance, les maladies ou le processus de vieillissement. D'autres recherches relèvent aujourd'hui des gènes zombies, des gènes qui, après la mort biologique d'organismes vivants, tels que le poisson ou la souris zèbre, continuent leur activité jusque plusieurs jours après la mort. Cette dernière fascine et suscite donc la curiosité des scientifiques, ici pour en apprendre plus sur la vie, notamment sur les débuts de la vie, et trouver à terme des applications sur le vivant, probablement pour réduire, effacer la division. Y aurait-il donc une accointance entre le transhumain et le zombie? Tous deux voient leur corps redéfini. Tous deux repoussent les limites de leur humanité. Tous deux redéfinissent l'ordre du monde dans lequel ils évoluent. Le premier constitue un rêve, le second un cauchemar. Tous deux illustrent les chimères des par-l'être, dont celui de s'affranchir de la mort comme limite. Tous deux sont le produit de la science. Le premier devient de plus en plus réel. Le second relève encore de l'imaginaire. Gageons qu'il le reste. Je vous remercie. Bien. Eh bien, merci David pour ta présentation. Donc, comment est-ce qu'on fait? On continue tout de suite avec Sébastien ou on laisse la place à des premières réactions? Oui, on peut plutôt, oui. Alors attends, je vais essayer d'enlever le. Voilà, j'ai enlevé le partage d'images. Mon pauvre David, il a pas tourné ton PowerPoint. Oui, sur la fin, oui. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je vais juste,
en t'écoutant, là, ça m'a inspiré cette petite remarque dans cette espèce d'holophrase là, mort-vivant. Je me dis finalement, enfin, c'est ce que tu soulevais, ils sont pas vraiment là, mais ils sont pas partis non plus, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas du tout, enfin, qu'il n'y avait plus dans cette terminologie-là d'alternance entre l'absence et la présence. Je ne sais pas ce que tu en penses, David. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la question de la présence, elle est liée à la parole. Elle est liée au langage. Et effectivement, comme c'est quelque chose qui en est absent dans la figure du zombie, on ne peut pas ni parler de présence au monde de ce personnage-là, ni parler de leur absence, puisqu'ils sont présents, physiquement, physiquement. Par oui, leur corps. Biologiquement, on va dire. Voilà, oui, leur organisme plutôt. Oui. Exactement, parce que de corps, il n'y en a même pas. Après, il y a un point qui est quand même important, qui est difficile, qui est quand même que on utilise là, enfin moi je m'en rends compte là quand tu me poses cette question-là, c'est que on utilise des concepts et des repères cliniques sur quelque chose qui relève d'une production artistique, culturelle, et que on élabore quelque chose là. J'essaie d'élaborer quelque chose là, mais je ne sais pas si ça vient dire vraiment quelque chose du zombie. L'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut nous dire plutôt de notre rapport au vivant. Qui se fait justement par le truchement du langage, par le truchement de la parole. Ce dont le personnage du zombie est totalement exclu. Alors, dans ce que tu soulignais de cette alternance qu'il n'y a pas chez le zombie, cette alternance présence et absence, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas séparé. Vous me voyez? Non. Ah ben. D'accord. Alors pourtant. On t'entend. D'accord. Alors je vais essayer de la remettre. Voilà. Voilà. Ça y est. Voilà. Parce que moi je me voyais, alors je ne comprenais pas. D'accord. Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu interrogeais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire de distinction avec le zombie. De distinction entre ces signifiants qui viennent dire, justement, qui viennent souligner la radicalité qu'il y a entre une chose et une autre. Ouais, c'est-à-dire, c'est pas très clair. Eh bien, c'est-à-dire que effectivement, quand on dit mort-vivant, puisque c'est ça le premier signifiant qu'on a utilisé pour zombie, hein, mort-vivant. En tout cas, c'en est un des synonymes. Eh bien, je pense que ça vient bien montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas séparé, et donc voilà, qui n'est pas séparé, et auquel donc le zombie n'est aliéné ni à l'un ni à l'autre. Oui, d'accord. Oui, tu dis bien la radicalité entre l'état vivant et l'état mort. Enfin, oui.
D'accord. Voilà, c'est 2 signes. Ok. Merci. Il y a quelqu'un qui lève la main. Peut-être c'est pour une question peut-être? Oui, c'était pour une remarque. Je me demandais si, au final, la figure du zombie, c'était pas quelque chose, du coup, de la position de l'Infance, qui est pratiquement rien, comme ça, qui est animé par la pulsionalité orale. Mais quelque part, enfin, comment est-ce que je peux dire ça? L'enfant, quand il a besoin de quelque chose, il peut faire quelque chose comme un appel, même si c'est quelque chose de l'organique. Alors que le zombie, il est vraiment au-delà de ça. On peut même pas imaginer qu'il y a quelque chose qui l'anime, en fait. Mais je sais pas trop ce que tu en penses de ça. Alors, c'est intéressant parce que ce que tu soulignes, c'est que même lorsque il y a parce que les zombies font des bruits, hein, ils ont un râle ou ils produisent des cris, des gémissements, mais ça ne fait pas effectivement appel. Ça ne fait pas appel de l'autre, ça ne fait pas appel du vivant. Alors concernant la question de l'enfance, justement, ce qui fait appel dans l'enfance, c'est qu'il y a un autre. Et un autre au sens, un autre du langage, c'est-à-dire un grand autre. Et c'est cette rencontre-là qui permet effectivement qu'il y ait appel, c'est-à-dire que ce que l'enfance, dans son cri, produit, dans sa rencontre avec cet autre, c'est une demande qui est entendue, ce qui n'est pas le cas effectivement c'est pas le cas chez le personnage du zombie. Alors j'essaie de voir, hein, parce que je vois le lien que tu essaies enfin, que ça a pu t'évoquer, mais je crois que je crois que c'est ce rapport à l'autre qui est à l'autre du langage, qui est justement qui est distinctif et qui fait que c'est effectivement que c'est pas tout, enfin c'est pas tout à fait, donc c'est pas du tout la même chose. Voilà. Il y a aussi le fait que dans l'enfance, dans la situation de l'enfance que tu évoques sur le caractère pulsionnel, alors effectivement, l'enfance a affaire avec un autre, on pourrait dire, qui va lui permettre justement de réguler cette pulsion, de réguler cette jouissance. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Pierre. Oui, ça répond. Ce que tu dis, David, moi, ça m'évoque quelque chose du côté de ce qu'il pourrait y avoir d'intraitable dans l'altérité. Et je pensais à la figure des migrants, notamment, parce que tu mettais les zombies du côté de l'errance. Et il y a quelque chose qui est assez proche de ça, dans ce qu'on peut observer dans le traitement que font les médias de la figure des migrants et parfois aussi des victimes de guerre ou de génocide dans des pays étrangers. Sur le plan de la représentation, c'est le seul moment où on voit les corps.
C'est-à-dire que dans les médias, les corps qui sont exposés, c'est toujours les corps de ceux qu'on considère, on va dire en tant qu'occidentaux, comme vraiment des étrangers, quoi. Donc là, il y a vraiment une altérité radicale de quelque chose qu'on ne veut pas traiter. On ne verra jamais l'exposition des corps. Un exemple pouvant être par exemple le 9/11, quoi. Donc quand les Twin Towers se sont effondrés, il y a eu tout de suite une entente tacite. On ne montrera rien, on ne montrera aucune victime, aucun corps, quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette altérité qui ne peut plus être prise dans un lien social, quoi. Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que ça, c'est la question. Alors c'est la question qu'on abordait là du rapport au symbolique. Et quand tu parles de la question des migrants étrangers qui sont réduits à cet état uniquement à cette représentation d'étrangers, ce sont justement ils sont d'ailleurs, c'est assez terrible, hein, ils sont apatrides. Ils se retrouvent apatrides, pas seulement de leur pays, de leur vie, mais ils se retrouvent apatrides de leur rapport au symbolique. Et je crois que c'est ça qui participe de cette altérité radicale qui fait que il n'y a pas d'obscénité à les montrer. Voilà. Il n'y a pas d'obscénité dans le sens où, eh bien, il n'y a finalement pas de, comment on pourrait dire ça, il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de commun symboliquement avec eux. Et c'est ce dont témoignent bon, là c'est des fictions, hein, les films de zombies, mais c'est ce dont témoignent les films de zombies. Il n'y a rien de commun entre les zombies qui sont effectivement réduits à quelque chose de qui sont réduits à l'état de déchets, il faut bien dire ce qui est. Et qui ne sont pas considérés comme oui de l'ordre dans l'ordre du vivant et surtout du commun. Parce que dire l'ordre du vivant, ça ne suffit pas. Il y a la question du symbolique et des représentations, on va dire, de l'imaginaire. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je voulais peut-être encore revenir sur la distinction initiale que tu fais entre le zombie de la culture vaudou et celui qui apparaît notamment au cinéma à partir des années 60. Le premier ayant une fonction sociale et le second n'en ayant plus et étant un petit peu comme ça une unité dont tu dis qu'elle évolue par elle-même et pour elle-même. Qu'est-ce qui se perd entre les deux? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui se perd ou est-ce que c'est deux formes différentes du zombie? Est-ce qu'il ne s'agit pas des mêmes zombies? Alors, oui, il y a quelque chose qui se perd et qui fait retour. Alors, ce qui se perd,
Alors, ce qui se perd, c'est, je l'évoquais du côté de la figure du maître. C'est-à-dire que d'un seul coup, le zombie, une fois qu'il est pris par dans le registre de l'imagination, il perd, je disais, il perd son sorcier, il perd son maître. Ouais. C'est-à-dire qu'il se retrouve hors discours. Alors, il se retrouve hors discours, mais pour autant, il sert d'outil quand même, hein, puisqu'il a une portée politique. Alors, il se retrouve on pourrait dire qu'il se retrouve hors discours du maître. Voilà. Ce qui fait retour, c'est-à-dire ce qui fait retour dans les histoires et dans les films et les récits de zombies, surtout cinématographiques, c'est ça. C'est le retour à cet état non plus de déchets, mais d'objets, et où il redevient, le zombie, un esclave. Il redevient celui qui va être enchaîné, celui qui va être rééduqué, dompté, dressé. Ce qui est la première acception du zombie, hein, le premier usage du signifiant de zombie, c'est ça, c'est quand même la victime réduite en esclavage. C'est ce qui fait sans doute, c'est ce que j'appelle le retour du refoulé dans l'histoire des films de zombies qui sont quand même dans la plus grande majorité des films américains. Effectivement, dans les films de zombies, on les voit souvent à l'extérieur et c'est essayer de pénétrer dans un endroit confiné où les humains pourraient se sentir en sécurité, mais ils finissent toujours par réussir à trouver une porte ouverte ou à casser une vitre pour rentrer à l'intérieur. C'est un petit peu ça que ça m'évoque, le retour du refoulé dont tu parles. Et ça m'évoque aussi dans l'architecture religieuse médiévale, comment on a exclu les monstres de l'intérieur des églises et des cathédrales. Ils étaient au départ dans le chœur sur les comment ça s'appelle, sur les piliers, les chapiteaux romans, avec tout un bestiaire qui a complètement, qui était dans l'architecture romane et qui a complètement disparu à l'époque gothique pour se retrouver à l'extérieur, éventuellement sur les vitraux, mais surtout sur les gargouilles, quoi. Et comment ces monstres, par la suite, ils peuvent revenir ou pas, quoi, dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un discours, quoi. Absolument. Oui, qui sont dans cette situation toujours en tout cas sur les édifices religieux, de fuite. Ils fuient le lieu saint avec un rapport au symbolique très dont ils sont exclus. Et comme de la même manière, je crois que c'est à la Renaissance où les cimetières ont été mis à l'écart des villes. C'est ça. Il y a une question de Cécile Nanty dans la conversation. Alors. Voilà, et puis ce sera peut-être la dernière, après il faudrait peut-être passer à la... Ok. Alors, je cherche, la question c'était... À quoi alors rattacher cette insatiabilité, celle du zombie?
Alors, moi, je la considère du côté du pulsionnel. C'est-à-dire, d'abord, c'est ce qui le fait marcher, c'est ce qui le fait mâcher aussi, et qui ne trouve jamais finalement, on pourrait dire, d'objets qui serait de l'ordre de de produire de la satisfaction. Là, ça n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que ça ne rentre jamais dans l'ordre du désir. Voilà. C'est du côté uniquement de l'ordre, oui, ce qu'on pourrait dire de la jouissance, avec quelque chose qui serait de l'ordre d'un rapport à l'objet qui serait alors ni métonymique, ni métaphorique, mais qui serait infini. Et qui ne ferait pas inscription, c'est-à-dire que ce serait finalement ce que dévore le zombie, celui qu'il dévore serait toujours le même. Voilà. Voilà ce que je peux essayer d'en dire. Ça serait toujours le même. Ça ne fait pas inscription, ça ne produit pas justement, ça ne produit pas de différence. Il y a de la satisfaction parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du différent qui se produit et qui est produit par le signifiant, ce qu'il n'y a pas chez le zombie. D'où cette insatiabilité. Merci David. Est-ce qu'on passe à la présentation de Sébastien? Oui, ce serait bien.